Bonjour à vous, donc aujourd'hui on va finir le thème 3, troisième leçon et troisième controverse. Donc après l'âge de la Terre, après le passage du système géocentré à un système héliocentré, on va s'intéresser au mouvement de la Terre, c'est-à-dire comment sommes-nous passés d'une vision d'une planète immobile à une planète qui se déplace et surtout comment on a prouvé qu'elle se déplaçait. Pareil, à la fin du cours, vous verrez que on nous demande de faire une petite comparaison avec la Lune. Voilà pourquoi, dans votre cours, on va faire deux problèmes. Comment prouver que la Terre se déplace et ensuite voir par rapport au mouvement de la Terre et au mouvement de la Lune, quels sont les points communs, les petites similitudes. C'est parti. Et pour commencer, on va donc s'intéresser au mouvement de la Terre. Comment a-t-on réussi à prouver qu'elle se déplaçait? Alors, même système que d'habitude, hein, c'est-à-dire que mon point de départ, comme je vous dis à chaque fois sur toutes ces leçons de thème 3, c'est l'Antiquité, la Grèce antique, par rapport au fait que, vu que nous sommes un pays d'Europe, une bonne partie de notre histoire scientifique, culturelle, part de ce coin du monde. Voilà, tout simplement. Donc, par rapport à ce point de départ, eh ben, pendant de très nombreux siècles, on s'imagine que la Terre est tout simplement immobile. Alors pourquoi on pense ça? Ben, tout simplement à cause de deux choses. Premièrement, vous avez le poids de la religion. Rappelez-vous que par rapport donc à la religion, surtout si on prend un système géocentré, la Terre est au centre et c'est tout le reste qui tourne autour d'elle. Donc elle est bien immobile. La deuxième chose, c'est que notre bon sens, vous allez voir que je vais vous donner quelques exemples juste après, certaines expériences, si on se fie à son bon sens, eh ben la seule conclusion qu'on peut en avoir, c'est que la Terre est forcément immobile. Alors, ces exemples, le premier, Dieu arrêta le soleil. Ça, c'est un passage de la Bible où, au cours d'une bataille, Dieu va arrêter le soleil. Du coup, comme on suppose que la Terre est immobile, si le soleil ne bouge plus, eh ben, la durée du jour n'est pas 24 heures, mais va être beaucoup plus longue. Ça, c'est un exemple du poids de la religion. Ensuite, je vous ai pris des exemples de bon sens. Le premier, donc le deuxième, exemple numéro 2, c'est que si la Terre bouge, pourquoi je n'en ressens aucun effet? L'exemple là de plus simple, c'est quand on est en voiture et que la voiture va prendre un virage à droite ou à gauche, notre corps se déplace, c'est la force centrifuge. Donc si la Terre se déplace, surtout si elle tourne sur elle-même, pourquoi je ne ressens pas cet effet-là? Alors ça au passage, c'est lié au fait que oui, la Terre tourne sur elle-même, il y a donc une force centrifuge, mais son effet sur notre corps est négligeable par rapport à la gravité. Voilà pourquoi on ne le sent pas. Après, pareil, autre expérience de bon sens, eh ben, quand je regarde le ciel, moi j'ai bien l'illusion que c'est le Soleil qui se déplace dans le ciel, c'est la Lune qui se déplace dans le ciel, et que la Terre est immobile. L'exemple suivant, alors il est un peu plus compliqué à comprendre, et ça a occupé les scientifiques pendant vraiment plusieurs siècles, c'est l'expérience du je lâche un objet d'une certaine hauteur. Alors eux, ils ont souvent fait ça au sommet des mâts de bateaux ou de tours de grands édifices. Alors pourquoi ça pose problème et qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, c'est pas idiot quand on y pense. C'est-à-dire que les gens qui étaient contre le mouvement de la Terre partaient de cette hypothèse-là. Si je monte au sommet d'une tour, je lâche un objet. Si la Terre se déplace, et bien forcément, si mon objet y met 5 secondes pour descendre et pour arriver au sol, il ne pourra pas arriver au pied de la tour. Parce que si la Terre se déplace et que ma tour est sur la Terre, elle va se déplacer avec. Donc le temps que l'objet touche le sol, la tour sera beaucoup plus loin. Et bien sûr, quand on fait l'expérience, on est au sommet de la tour, on lâche l'objet, et l'objet, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe au pied de la tour. Donc ça permet de dire aux gens, vous voyez que tout est immobile, rien ne bouge. Alors en fait, là, dans ce cas-là, l'erreur, c'est que
comme la Terre se déplace, le bâtiment en lui-même, la tour, elle aussi, elle se déplace. Et donc, en fait, quand vous lâchez l'objet, sa vitesse de départ n'est pas égale à zéro. Elle a une certaine vitesse, cette pierre que vous lâchez. Et donc, comme sa vitesse, c'est exactement la même que celle de la tour, et donc exactement la même que celle de la planète Terre, et ben du coup, tout ça fait que, bah oui, au bout de 5 secondes de chute libre, l'objet va bien tomber au pied de la tour. Donc, vous voyez que c'est une expérience qui, quelque part, ben, est mal interprétée, et donc sa conclusion est fausse. Alors, pareil, deux autres exemples, c'est si la Terre bouge, alors pourquoi les objets qui sont dessus restent immobiles? C'est-à-dire que pour faire simple, pourquoi la maison ne se déplace pas? Elle est toujours au même endroit. Et le dernier exemple, c'est à peu près la même chose, c'est que si jamais elle tournait sur elle-même, les objets qui sont dessus ne pourraient pas rester à sa surface. Alors ça, c'est une observation qui est faite surtout par rapport à des toupies. C'est-à-dire quand vous prenez une toupie, alors oui, ça tourne très vite, c'est vrai aussi, si vous mettez un objet sur une toupie, il ne va pas y rester. Nous, pour faire plus simple, à notre échelle, on va dire humaine, bah, c'est le même principe sur les manèges, sur les tourniquets. C'est-à-dire que quand je suis assis sur le tourniquet, si on s'amuse à le faire tourner, si jamais je ne m'accroche pas à quelque chose, à cause de la force centrifuge, eh ben, je vais être éjecté à l'extérieur et je me retrouve par terre. Donc ces gens-là disent, bah, normalement, il devrait se passer la même chose. Pourquoi il ne se passe pas ça? Alors eux ne peuvent pas le savoir, mais c'est la même explication que ce que je vous ai donné au début, c'est que la Terre bouge, mais cette force centrifuge est beaucoup trop faible par rapport à la gravité. Donc les objets ne bougeront pas et vont rester à sa surface même si elle tourne sur elle-même. En bref, pour résumer donc cette longue suite d'exemples, ce qu'il faut retenir, c'est que avec notre bon sens, c'est très dur de comprendre, de réaliser que notre planète se déplace. Au passage, elle se déplace quand même à quelque chose comme 100 000 km par heure. Donc c'est une grande vitesse. Mais ce qu'on retient, nous, pour finir tout ça, c'est que je ne peux pas ressentir ces mouvements parce que les effets qui sont liés au mouvement, donc la force centrifuge, sont négligeables par rapport à la force de gravité que la Terre exerce sur moi. Donc, je ne peux pas les ressentir. Voilà pourquoi, pendant des siècles et des siècles, on va supposer que la Terre est immobile, tout simplement. Tout ça va faire que ben, pendant des siècles, on va donc s'imaginer que la Terre reste immobile, et même lorsque des gens comme Copernic, Galilée vont s'attaquer à ce problème-là, ils vont avoir en face d'eux une très forte opposition à cause de ce bon sens. Et il va falloir attendre un petit peu, bah, grâce d'abord aux travaux de Copernic, puis après de Tycho Brahe. Donc c'est des personnes qui vont s'intéresser pour calculer les trajectoires de différents astres. Parce qu'en effet, le système de Copernic, rappelez-vous le cours de la dernière fois, a permis quelques progrès, mais dans son système, les astres se déplacent en décrivant des jolis cercles. Or, on s'aperçoit que si on garde ce système, le calcul de trajectoire de certaines planètes, bon bah Tycho Brahe lui travaillait sur Mars, ne peut pas être possible. Ou plutôt, les résultats qu'il obtient ne correspondent pas à ce qui est attendu. Et en reprenant ces calculs, le premier c'est Kepler, qui va en fait réaliser que oui, les astres se déplacent bien, donc la Terre aussi, mais ils ne décrivent pas des cercles. En fait, ce qu'ils décrivent, ce sont des ellipses. Rapidement, un schéma pour celles et ceux qui auraient oublié à quoi correspondrait une ellipse. Donc c'est un cercle mais aplati tout simplement. Voilà. Cependant, la solution donc de Kepler, elle permet de faire des progrès sur le plan, on va dire, théorique. C'est-à-dire grâce à cette histoire d'ellipse, on arrive à calculer des trajectoires. Donc d'un point de vue mathématique, c'est super. Mais pour les détracteurs, pour les opposants au mouvement de la Terre, ça leur apporte rien de plus. C'est-à-dire que c'est pas avec
cette découverte-là qu'on prouve que la Terre se déplace. Les gens vont leur dire, mais ça c'est une vue de l'esprit. D'accord, en supposant que les planètes se déplacent en faisant des ellipses, vous arrivez à résoudre vos calculs, vous arrivez à calculer leur trajectoire, c'est super, mais moi, prouvez-moi dans ma vie de tous les jours que la Terre se déplace. À part sur votre feuille, dans la réalité, je ne le vois pas. Donc c'est pour ça que il va falloir encore attendre un petit peu, et c'est James Bradley qui lui va être confronté à un phénomène qu'on appelle l'aberration de la lumière, qui va le découvrir et surtout l'expliquer, et en l'expliquant, ben, vous allez voir que la seule solution possible à cette aberration, pour l'expliquer, c'est que ben oui, la Terre se déplace, elle tourne bien autour du Soleil. Alors, l'aberration de la lumière, c'est un phénomène qui est surtout, on va dire, apparu, entre guillemets, lorsqu'on a commencé à s'intéresser aux déplacements, aux trajectoires des étoiles. Jusqu'à présent, avec les moyens qu'on avait pour observer, les étoiles étaient considérées comme immobiles, tellement elles sont loin, sauf pour le Soleil, bien sûr. Mais avec le temps et avec les moyens techniques à disposition s'améliorant, on voit bien que ces étoiles se déplacent. Et ce qu'on va constater, alors c'est le schéma numéro 1, si vous placez le télescope à la verticale de votre étoile, c'est-à-dire la position qu'elle occupe, ce que je vous ai mis en orange sur le schéma, à T0, vous avez une image qui est nette. Et à T1, T2, vous n'avez plus rien. Vous n'observez plus votre étoile. Euh, Petit rappel, vous savez que donc, une étoile émet de la lumière. La lumière sont des photons. Ces photons se déplacent en ligne droite. Et du coup, pour contrer ce problème, c'est le schéma numéro 2, et ben, les astronomes, lorsqu'ils regardent une étoile, ils ne vont pas viser la position réelle de l'étoile, mais ils vont incliner le télescope d'un certain angle. C'est ce qu'on appelle la position observée. Et en faisant ça, eh ben, vous voyez que sur le schéma, à T0, les photons commencent à arriver dans le télescope. À T1, ils sont au milieu. Et à T2, ils arrivent au fond du télescope. J'observe mon étoile. Et donc, dans ce cas-là, j'arrive à observer mon étoile de T0 jusqu'à T2. Alors que si j'avais fait comme le schéma 1, j'observe à T0, après je vois plus rien. Alors, en quoi ça explique notre problème sur le mouvement de la Terre? Ben, en fait, avec le schéma 3, je pense que vous allez comprendre, c'est que si la Terre était immobile, eh ben, j'ai juste à mettre mon télescope dans la direction de mon étoile, sur sa position réelle, et comme les deux étaient censés être immobiles, c'est bon, j'aurai une image nette tout le temps, de T0 à T1 à T2. Or, ce n'est pas le cas, c'est pas ce qu'il se passe dans la réalité. Et c'est donc ça qu'on appelle l'aberration de la lumière. Alors, c'est le schéma 4 qui est peut-être un peu plus complexe à comprendre. On dit que c'est une aberration parce que, ben, au final, si je veux observer mon étoile, qui occupe une position réelle sur l'étoile en orange, eh ben, il faut que mon télescope, je le dirige vers un point pas imaginaire, mais sur une position observée qui est en bleu. Parce que je suis obligé de tenir compte du fait que, comme la Terre se déplace, mon télescope va aussi se déplacer. Et comme il se déplace, eh ben, si je le mettais exactement dans la position de l'étoile, c'est le schéma 1, eh ben, à un moment, je ne vois plus rien. Donc, pour corriger ce mouvement de la Terre, il faut que mon télescope soit placé comme dans le schéma numéro 2. Et c'est cet argument-là qui va permettre à Bradley et à ses successeurs donc, de faire des calculs de plus en plus précis et donc de prouver que, ben oui, la Terre, elle se déplace bien, c'est quelque chose qui se déplace dans l'espace et qui se déplace autour du Soleil.
Au cas où, peut-être que ça sera plus clair pour certains comme ça, sur ce principe d'aberration de la lumière. Prenons le cas donc d'une bande dessinée. Là, ce que vous avez, donc, c'est une voiture avec une enclume qui tombe du ciel. Donc, dans une bande dessinée, tout est fixe, tout est immobile. Vous commencez par regarder l'image 1, vous avez l'enclume qui est tout en haut et vous avez la voiture qui est tout à droite. Image 2, ben, les deux ont progressé. Image 3, les deux se rencontrent. Mais à chaque fois, vu que c'est une BD, tout est immobile. On a bien l'impression que l'enclume tombe à la verticale et donc que la voiture se déplace de la droite vers la gauche. Mais comme c'est image par image, c'est fixe. Quand c'est immobile, c'est ce qu'on voit. C'est les trajectoires qu'on peut déduire. Et cette fois-ci, donc, vous avez la même situation, mais par rapport à tout à l'heure, l'observateur était fixe, ne bougeait pas. C'est-à-dire que je suis en dehors de la scène, je regarde ma BD, j'avais les impressions que l'enclume tombait de façon verticale et que la voiture se déplace de la droite vers la gauche. Maintenant donc la même scène, mais cette fois-ci l'observateur se déplace, il est en mouvement. C'est le cas où l'observateur se trouve dans la voiture à la place du conducteur. Dans ce cas-là, je n'ai pas du tout l'impression que l'enclume tombe à la verticale, au contraire, j'ai l'impression qu'elle se dirige vers moi. Donc ça, c'est un autre exemple d'aberration de la lumière, et c'est ce qui se passe quand on observe les étoiles. D'ailleurs, les télescopes ont des systèmes pour contrer ce phénomène-là, pour que ainsi on puisse observer pendant des heures différentes étoiles de façon assez nette. Donc, avec cette explication-là, on avait résolu un de nos problèmes. La Terre se déplace et elle tourne autour du Soleil. Là, on a la preuve, c'est terminé. Maintenant, et vous le savez, la Terre est animée d'un deuxième mouvement. Elle tourne sur elle-même. Et là, pour le prouver, alors l'une des expériences les plus célèbres, c'est celle du pendule de Foucault, que je vais vous illustrer juste après. Mais il n'y a pas que ça, normalement vous avez dû le voir au collège, il y a aussi cette fameuse force de Coriolis, cette force qui dévie les courants marins et les courants atmosphériques vers la droite quand je suis dans l'hémisphère nord et vers la gauche quand je suis dans l'hémisphère sud. Ça, c'est aussi un phénomène qu'on connaît depuis un petit bout de temps et qui est lié au fait que la Terre tourne sur elle-même. Mais c'est vrai que d'un point de vue, on va dire, historique, c'est vraiment le pendule de Foucault qui a mis fin à la controverse et qui a prouvé à tout le monde que la Terre tourne sur elle-même. Avant toute chose, avant de commencer, donc un schéma pour rappeler le principe d'un pendule. Donc vous avez une masse solide qui va osciller, ou si vous préférez, qui va se balancer, suivant un axe. Et normalement, cet axe, si la Terre était immobile et ne tournait pas sur elle-même, surtout, eh ben cet axe va être toujours le même. Ça, c'est la théorie. Cependant, dans la réalité, ce n'est pas ce qu'on observe. C'est ce que vous montre ce deuxième schéma. Donc, l'expérience consiste à faire osciller un pendule, attention, pendant plusieurs heures, parce que sinon, sur quelques minutes, on ne verrait rien. Et pendant plusieurs heures, eh ben, on va s'apercevoir, dans ce cas qui vous est présenté, qu'au début de l'expérience, le pendule se déplace selon un axe nord-sud. Mais au fur et à mesure que les heures passent, cet axe va commencer à se modifier et vous voyez que sur le schéma, on est pratiquement arrivé dans le cas où l'axe d'oscillation est maintenant est-ouest. On n'y est pas encore, mais pas loin. Et si on attend encore un peu plus longtemps, quelques heures de plus, et bien à la fin, mon axe aura fait un tour complet et sera revenu sur une direction nord-sud. Et c'est donc cette observation-là qui va permettre à Foucault de dire, vous voyez que la Terre tourne sur elle-même, sinon mon pendule ne serait jamais dévié.
Au passage, c'est aussi un des exemples des effets de la force de Coriolis dont je vous ai parlé un peu plus haut. C'est le même système. Ceci conclut donc notre controverse sur les mouvements de la Terre et comment on est passé d'une vision d'une planète immobile à une planète qui était animée de deux types de mouvements. Un premier mouvement qui consiste à faire le tour du Soleil en décrivant une ellipse et un deuxième mouvement qui consiste à tourner sur elle-même. Alors maintenant, pour finir la leçon, on va aller un peu plus vite, c'est voir un petit peu les points communs qu'il peut y avoir entre ces mouvements observés sur la Terre et sur son satellite qui est la Lune. Alors, première chose, ben, la Lune, comme tous les autres astres du système solaire, tourne autour du Soleil. Et pareil, comme tous les autres astres du système solaire, la Lune tourne sur elle-même. Par contre, petite différence, la Lune étant un satellite de la Terre, en plus de tourner autour du Soleil, en plus de tourner sur elle-même, elle a un troisième type de mouvement qui consiste à tourner autour de notre planète. Et une particularité de la plupart des satellites, c'est que très souvent, leur période de rotation, c'est-à-dire le temps qu'ils mettent à tourner sur eux-mêmes, est identique à leur période de révolution, c'est-à-dire le temps qu'ils mettent à tourner autour de leur planète. C'est ce qui fait que si je m'intéresse à la Lune, eh ben, la Lune, à cause de ce phénomène-là, présente toujours la même face à la Terre. C'est ce que vous montre ce schéma. Donc en rouge, la fameuse face cachée de la Lune. En blanc, ben, la phase que l'on observe. Vous voyez que vous avez en pointillé ben, le mouvement de la Lune, son mouvement de révolution. Seulement, s'il n'y avait que ce mouvement-là, ou si son mouvement de rotation n'était pas exactement à la même vitesse que le mouvement de révolution, et bien, ce qui se passerait, c'est que à un moment, même si elle tourne sur elle-même, la Lune nous présenterait la face cachée. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez aller sur Wikipédia, il y a une petite animation qui vous montre ça, c'est-à-dire le cas réel et ce qui se passerait si les deux mouvements n'étaient pas synchronisés. Mais bon, ça c'est un peu hors programme. Pour nous, ce qu'on retient, c'est que comme ces deux mouvements sont identiques, et ben, au final, la Lune présente toujours la même face à la Terre. Pour finir, un dernier point par rapport à cette Lune, c'est son aspect. On a tous constaté que lorsqu'on regarde la Lune le soir, elle n'apparaît pas toujours sous la même forme. On dit qu'elle a différentes phases. Ces différentes phases, qui vont varier au cours d'un cycle lunaire, peuvent s'expliquer assez simplement et c'est ce que je vais vous faire sur le schéma suivant. Sur le schéma, vous voyez qu'en son centre, on a mis la Terre, car effectivement, si je m'intéresse uniquement au système Terre-Lune, j'ai bien affaire à un système géocentrique. La Lune tourne autour de la Terre. Et ensuite, donc pour vous expliquer ces différentes phases, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune ne produit pas de lumière. C'est-à-dire que si elle est éclairée, c'est parce qu'elle va réfléchir une partie des rayons du Soleil qu'elle reçoit. Donc, pour vous expliquer ces phases, ce qu'on a fait, vous avez autour de la Terre un premier cercle. Vous voyez que ce premier cercle, il est là pour vous montrer quelle face de la Lune reçoit les rayons du Soleil. Et ensuite, vous avez un second cercle avec les lettres A, B, C, D et ainsi de suite, où cette fois-ci, on vous montre comment la Lune est perçue par un observateur qui se trouve sur la Terre. Alors, on ne va pas faire tous les cas de figure, on va en faire les plus faciles, on va dire, les plus simples. Donc le premier, la nouvelle Lune. Pourquoi, par exemple, certains soirs, je ne vois pas la Lune dans le ciel?
Ben, c'est assez facile si vous regardez le schéma pour la nouvelle lune. Ce qui se passe, c'est que tous les rayons du soleil vont éclairer la face cachée de la lune. Donc, comme cette face est cachée, nous sur Terre, on ne la voit pas. La seule partie qui est orientée vers nous, c'est la face visible. Mais comme cette face visible n'est pas éclairée, eh ben, je ne vois rien. Ensuite, ben, ma lune va se déplacer. Et lorsqu'elle va arriver à ce qu'on appelle le premier quartier, ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, les rayons du soleil, vous voyez que sur le schéma, ils vont éclairer 50% de la face cachée et 50% de la face visible. Seulement, comme toujours, ben moi, depuis la Terre, ce que je vais voir, c'est juste une moitié de lune, une moitié de face visible, car c'est elle qui est éclairée. Le reste, je ne le verrai pas. Et ainsi de suite, donc au fur et à mesure que ma lune se déplace, la face cachée, elle, va recevoir, si je vais vers la pleine lune, de moins en moins de lumière. Ma face visible en reçoit de plus en plus, jusqu'à arriver à la pleine lune, où là, tous les rayons du soleil arrivent sur la face visible, et donc j'ai une pleine lune. Et après, ben, quand la lune poursuit son parcours, même système, vu que la face visible reçoit de moins en moins de rayons du soleil, et ben moi, la lune, elle va décroître. J'en vois de moins en moins, jusqu'à finir ma boucle et de revenir à la nouvelle lune et recommencer, et ainsi de suite. Et dans la réalité, ben voilà ce que j'obtiens. Donc je vous ai remis les lettres qui correspondent à ce que vous aviez sur le schéma. Alors au passage, pour ceux qui auraient fait un petit peu attention, vous voyez que c'est pas un oubli si pour la nouvelle lune, j'ai pas mis la lettre H. C'est juste que tout simplement, on ne l'observe pas, on ne peut rien voir vu que la face visible n'est pas éclairée. Donc voilà, terminé pour aujourd'hui, à bientôt.